Alors, je disais, il faut trier. Le meilleur endroit pour trier, c'est à la source. Mais qui dit trier à la source dit qu'il faut avoir plusieurs poubelles. Ça demande des moyens. D'où il est possible aussi de trier au fur et à mesure. Trier, c'est-à-dire séparer les déchets selon leur nature. Ok. Après le tri, il y a la valorisation et la revalorisation. Après le tri, il y a la valorisation et la revalorisation. Valorisation et revalorisation. Valorisation et revalorisation. Valoriser consiste à donner une nouvelle valeur à quelque chose qui était devenu inutile. On donne une nouvelle valeur. Mais revaloriser ce qu'on a valorisé, on va donner une deuxième autre valeur. Je cherche un exemple. Lui, il a une bureautique. Ok. Il y a des papiers qui ne sont pas bien imprimés. Au recto. Au verso, vous en faites des factures. C'est une valorisation. Mais après les factures, une fois utilisées, vous avez fini. Les factures qui sont déclassées, vous allez les vendre à limité pour en faire des papiers. Vous avez revalorisé. Ok. C'est-à-dire on a donné une première valeur, on a donné une deuxième valeur. C'est clair. Et pour la revalorisation, il y a ce qu'on appelle la loi des R. Retenez ça, la loi des R. 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 R comme ça s'écrit là, la lettre R. R. R comme République. La loi des R. On peut avancer. La loi des R réunit toutes les stratégies qui commencent par R. Dans la gestion des déchets, dans le domaine de l'environnement, lorsqu'on vous parle de la loi des R, c'est toutes les stratégies de gestion des déchets, mais qui commencent par quoi? Par R. Parmi ces stratégies, on a le recyclage. C'est R, non? Au départ, R. Recycler, c'est remettre dans les cycles. Mabende tozo somba, c'est le recyclage. Ok. On est d'accord, hein? Ok. Il y a la revalorisation, c'est aussi les R. C'est aussi le R. Il y a la réutilisation. La réutilisation, c'est ce que fait la Bralima et Bras Congo avec les bouteilles d'Nkoi et de tout ça. Ils nous vendent la boisson dans des emballages qu'on appelle bouteilles. Ok, les bouteilles arrivent, tu as bu la bouteille tu as bu le Fanta, mais la bouteille, tu n'en as pas besoin. Automatiquement, la bouteille devient un déchet. Mais la Bralima te dit, donne-moi encore la même bouteille, je vais utiliser la même bouteille pour la même finalité. Exactement. Vous en achetant l'Ankoïla, vous achetez quoi? Vous avez besoin de la bouteille ou bien vous avez besoin de la boisson?
Exactement. Quand moi j'ai fini la boisson, ça dit cette bouteille-là, c'est un déchet. Mais seulement, dans ma tête, c'est parce que... D'ailleurs, ça c'est une bonne question. C'est parce que déjà la Bralima t'a dit que ces déchets-là, moi, j'aurais besoin. C'est parce qu'on a dit ressources utilisées, mais c'est pas. Pardon? C'est ça la réutilisation. C'est-à-dire, avant, bon, je donne un autre exemple. Les bouteilles de musique, on les jetait, non? Est-ce que vous gardez les bouteilles de musique chez vous? Heineken. Ah, c'est pas parce qu'on a fait un usage unique. C'est pas parce qu'on a fait un usage unique. C'est parce qu'ici, il n'y avait pas une filière de valorisation de ces bouteilles-là. C'est ça la réalité. C'est pas parce qu'on a fait un usage unique. Quand quelqu'un vous dit un usage unique, c'est-à-dire il ne veut pas mettre en place une filière de valorisation. Le jour où ils se sont rendus compte qu'ils auront besoin de bouteilles ici, ils ont mis en place une filière de valorisation. Vous jetiez les bouteilles de Heineken parce qu'une bouteille de Heineken, les Heineken étaient fabriqués en Hollande. Si les gens le savent. C'est ainsi que la bouteille coûtait cher. C'était 2500 francs la petite bouteille. Les Heineken venaient de Hollande, donc fabriqués en Europe, et ça venait ici. On a compris. Alors, si on te dit de ramener la bouteille, et ils seront obligés de prendre la bouteille, de renvoyer en Hollande, là on fabrique les bouteilles de Heineken, pour que là-bas que ça soit recyclé, ça va peser. Ils ne savent pas combien ils vont te payer. Et donc, ils ont été là, ils ont fait exprès, ils ne valorisaient pas. Dès que les Heineken est fabriqué ici, on fabrique ces bouteilles ici, ils savent que c'est plus facile de récupérer, de réutiliser. Les bouteilles cassées, on va les ramener à la bouquine, ils les récupèrent. Et ça, c'est un bel exemple. Quand vous intervenez, je voulais vous dire ça. C'est parce qu'il y a une filière que vous, quand vous buvez l'encore, vous allez vous dire, ah, attention. Aujourd'hui, si on vous dit que la bouteille d'eau, là, la bouteille d'eau, après l'avoir utilisée, vous avez 10 bouteilles, vous avez 5000 francs. Vous allez jeter une bouteille d'eau. On ne verra pas de bouteilles. Déjà, les mabendés, je vous ai donné l'exemple. Les mabendés, on vole. Aujourd'hui, si tu as des mabendés dans ta parcelle, mais on te vole à gogo. Mais il y a quelques années ici, les mabendés sont les volés. Vous ne voulez pas. C'est d'ailleurs la conclusion que j'allais dire. Un pays qui met en place des filières sérieuses de valorisation des déchets, c'est un pays qui a moins de déchets qui vont poser des problèmes. Il y a ce qu'on appelle la taxe pollueur-payeur. Taxe, on l'appelle taxe pollueur-payeur. Cette taxe consiste en quoi? Simplement, vous avez pollué parce que vous avez une bureautique qui produit des déchets, et ces déchets-là, c'est vous qui devriez prendre en charge, mais vous n'avez pas le temps. L'État vous fait payer une taxe qui va lui permettre, lui l'État, à faire quoi? À dépolluer, à trouver solution à votre place. Est-ce qu'on a compris? Ça, c'est l'une des stratégies principales de l'environnement. Les taxes, d'ailleurs, c'est un principe environnemental. Il y a les principes de précaution, il y a les principes de prévention, il y a le principe pollueur-payeur. Tu ne peux pas polluer, tu ne peux pas créer des problèmes à l'environnement et attendre que tes enfants ou quelqu'un d'autre trouve solution. Non. Toi-même, tu vas trouver solution. Moi, j'ai une bureautique. Je ne sais pas avoir une usine qui va recycler mes papiers. Ok. Paye pour que l'État puisse aussi aller payer ceux qui vont recycler vos papiers. On comprend? C'est ainsi que les caca qu'on jette à Baramoto, ces gens-là jettent les caca officiellement. C'est parce qu'ils payent l'État pour que l'État puisse valoriser ces caca-là. L'État bouffe. Nous, on a payé. Si l'État bouffe, il ne valorise pas. Et puis la population qui souffre le manifeste, c'est pas, ils ont quel problème? Vous leur avez dit, ne jetez pas, on va vous montrer là où il faut jeter, vous payez-nous autant. Et chaque mois, ils vous payent. Vous ne leur montrez pas où jeter. Vous ne cherchez même pas qu'ils peuvent valoriser. Et ils font quoi? Qu'ils arrêtent leurs activités? Non. Ils restent. C'est ça la logique.
Il ne faut pas que ça soit une surprise. Si on continue à jeter, même les autres entreprises ici qu'on critique, oh non, non, les Libanais jettent, oui, oui, ils payent une taxe qui s'appelle pollueur-payeur, qui est reconnue par la loi. La taxe pollueur-payeur. Tu as pollué, tu as payé. Bon, moi je paye. Vous me demandez encore de dépolluer? Non. Où va l'argent de la taxe pollueur-payeur? C'est là où va l'argent des péages. Si vous savez où va l'argent des péages, si vous savez où va l'argent qui récolte l'OCC, l'OFIDA et tout ça, vous savez aussi où va l'argent de la taxe pollueur-payeur. Si vous savez où va l'argent que les policiers récoltent chaque samedi de salon ou alors qu'ils ne travaillent pas, vous avez la réponse. Les gens se partagent l'argent. Ok. Ailleurs, qu'est-ce qui se fait? Nous avons combien comme argent? Pour la taxe pollueur-payeur, nous avons chaque mois 200 000. Ok. Les 200 000 là doivent servir à dépolluer quoi? Il faut dépolluer par rapport aux déchets plastiques, il faut dépolluer par rapport aux excréments, il faut dépolluer ceci. Quelles sont les structures et les entreprises qui sont capables de dépolluer? Ah, nous, à Brown, on a suivi une formation, on a une ONG qui recycle à Andjili. Ok. C'est cet argent-là où on va financer. C'est-à-dire que les ONG ailleurs sont financés. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé. Je vous avais même donné l'exemple du crédit carbone. J'avais expliqué ici. Le crédit carbone, le CO2 est dans l'atmosphère. Moi, Peugeot, j'ai produit le CO2. Mais je ne sais pas avoir des forêts pour que mon CO2 soit séquestré. On me calcule. Peugeot, tu produis autant de tonnes par mois, tu dois payer autant de tonnes. Peugeot s'arrête là. Il prend l'argent, il donne à des institutions internationales. Ces institutions cherchent maintenant qui ont des forêts qu'il faut financer pour qu'ils continuent le reboisement. On comprend un peu comment ça se passe. Les péages, c'est de l'argent qui devait être là. Ah, bah là-bas, les Qataris, telle place, Zouambong. Et ça sert aux gens. Ce sont des individus qui s'enrichissent. Et je disais hier, Dieu ne punira jamais Kagame pour l'agression du Congo. Ça, même si vous priez comment, vous allez au stade des martyrs, Dieu ne punira jamais les Rwandais. Parce que nous-mêmes, on traite le Congo plus pire que les Rwandais. On traite le Congo méchamment que les Rwandais. Les Rwandais s'arrêtent seulement à prendre les minéraux, tuer quelques personnes. Mais ici, vous savez qu'il y a des gens qui sont morts parce que les médecins refusent de les toucher. J'ai une tante à madame qui a fait des jumeaux chez elle à la maison. La fille de 2 kilos, l'autre d'1 kilo. Celui d'1 kilo est mort. Pourquoi? Simplement parce que la famille n'a pas de moyens pour ramener la femme à l'hôpital. On leur dit, il faut qu'on ta couveuse. La maman, vous savez combien ça coûte la couveuse, on vous taxe au jour. Et l'enfant n'est pas là dans la couveuse de bonne manière. Non. Il est suivi, il est soigné. C'est de l'argent. Quel hôpital t'es là? On comprend que c'est un enfant qui est mort, qui sera chégué au ciel. Parce qu'il n'a pas de domicile. On l'a envoyé ici par méchanceté des hommes. On est méchant, très méchant. Très méchant. D'ailleurs, moi, je me demande, est-ce que les politiciens congolais entreront au ciel? Je ne pense même pas. Pourquoi? Oui, parce que tous ces actes que vous attaquez. Mais c'est vous-même qui les laissez. Par exemple, mon épouse se comporte d'une manière, par exemple, trop sexy, par exemple, là, vous associez avec vous, vous voyez que vous ne savez pas. C'est la même chose. Donc, lui, pour l'acte que là, vous êtes. Dieu va vous regarder, vous êtes vous-même irresponsable. Kagame a profité de votre responsabilité. Parce que si les pays ont été vraiment sérieux, Kagame n'allait même pas jouer. Les Rwandais, c'est un petit pays. Ils n'ont même pas la dimension de Kinshasa. C'est un petit pays comme ça. Peut-être Kinshasa, oui, hein? Mais il n'y a aucune autre province. Mais comment derrière lui seulement chez vous? Il y a des pays qui résistent, l'Iran résiste, même l'Ukraine résiste. Comment seulement chez vous? Comment seulement chez vous? Il y a le Cuba que j'ai expliqué, c'est qui a résisté face aux États-Unis.
Et quand Kagame vient, il trouve un Congo perméable, il fait quoi? Il entre. Mais le jour où Kagame viendra, il trouvera un Congo imperméable. Il n'entrera pas, il n'ose pas. La logique, elle est là. Entre Kagame et les Congolais, qui vole le plus le Congo? Ici à Kwamoutou, c'est Kagame. C'est Kagame. On vous dit que ce sont des conflits des gens qui veulent leur positionnement politique. Mais les gens sont égorgés. C'est ça. Les conflits entre Teke et Yaka. En réalité, ce n'est pas un conflit Teke et Yaka. Ce sont des politiciens qui veulent avoir leurs assises. Et on sacrifie les gens. Vous donnez l'impression comme si vous ne comprenez pas. Mais à Yumbi, quand les gens s'est tués avec Ngobila, c'était quoi? C'est un positionnement politique. Quand Ngobila était gouverneur, c'était un positionnement politique. Les gens se sont tués en désordre. Et l'élection est passée. Les messieurs pour qui on avait fait toutes ces aventures-là n'est même pas passé. Lui, aujourd'hui, il est dans la fameuse union sacrée. Et les gens sont morts. Se sont entretués des frères qui vivaient ensemble. Vous avez appris les conflits kassaïens-katangais à l'époque de Mobutu. C'est des positionnements. Un conflit ici entre Mobutu et Tshisekedi. Et de ces conflits-là, on instrumentalise. Là-bas, on chasse les kassaïens. Des gens qui vivaient ensemble pendant des décennies, 40 ans. Il y a des kassaïens qui sont nés là-bas, qui ont grandi là-bas. Leurs parents sont partis à l'époque belge. Mais qui partaient? On vous apprend qu'il y a... Si vous ne savez pas, il faut lire l'histoire. Moi, certes, j'étais encore à bas âge, mais on a vu des gens laisser leur maison là où il est né, il a grandi. Il y a des parents qui n'ont pas pu enterrer leurs enfants parce que l'enfant est pris de la diarrhée. Vous savez, les conditions hygiéniques, parce qu'ils partaient à train. Il n'y a pas de toilettes dans nos gares. Et donc, les enfants faisaient des diarrhées. Ah oui. À la gare, l'enfant meurt. Mais on dit à la maman que non, les trains démarrent dans 5 minutes. La maman ne sait pas enterrer l'enfant, il laisse les cadavres. Pour des individus. Mobutu, Tchungu, Tshisekedi. Et c'est Kagame. C'est pas Kagame. Oui, madame. Il y avait l'une affecte. Oui, Hélène. Exactement. Ouais. Oui. Ouais. Exactement. Voilà. Ça, c'est pas Kagame. Et c'est le jour où on aimera le pays. C'est entre nous. Ouais.
C'est ça la triste réalité. Alors, on parlait du recyclage dans la loi des R et tous les autres R. Quand vous entendez tout ça, qui commence par R, c'est dans la loi des R. Non. Seulement dans ce qui est, il y a le recyclage, la réutilisation, la revalorisation, il y a la réduction, il y a repenser. Je vais revenir aux deux là, réduction et repenser, ok? Et ça évolue comme ça, ok? Ma modeste personne a proposé une stratégie que moi j'ai appelée la reprise des anciennes habitudes. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on veut bien gérer les déchets, si on veut éviter certains déchets, il faut revenir aux anciennes habitudes. Ok. Nos mamans allaient avec les paniers au marché. Qu'on revienne à aller avec les paniers au marché. Et adaptation. Ok. Oui, ça peut être ça, mais moi j'ai appelé comme ça. C'est-à-dire, on doit revenir aux anciennes habitudes, qui étaient de belles habitudes. Moi, je ne me souviens pas à mon enfance qu'on m'envoyait jeter les déchets dans les caniveaux. Non. Non. Ok. J'ai proposé aussi qu'on puisse gérer les déchets avec identification des producteurs. Aujourd'hui, si on sait que toi, tu produis les restes des oranges, toi, produis ceci, que chacun gère ses déchets. Si on voit les restes des oranges dans un coin, c'est toi. Chacun sera policier de l'autre. Parce que personne ne voudra que les déchets de l'autre viennent chez lui. C'est ça. Quand vous allez, même ici, quand vous passez devant une activité, vous voyez ce sont ces déchets. Là où on vend l'eau pure, il y a des sachets d'eau pure. Là où on vend les marques, il y a des restes des marques. C'est-à-dire, si chacun est responsable de ce qu'il produit, c'est-à-dire, on te sanctionne par rapport à la présence des déchets qui ressemblent à ton activité. C'est fini. C'est ensemble. Ok. Ce n'est que lorsqu'on ne sait plus recycler, revaloriser et tout ça, qu'on peut maintenant éliminer. On prend l'élimination. Les déchets ne peuvent être éliminés, soit brûlés, le terme technique c'est incinérer. L'incinération se fait dans une machine qui s'appelle incinérateur, pas un four. Dans plusieurs hôpitaux, on a des fours. La différence entre un incinérateur et un four, parce que les gens confondent ça. J'ai vu un jour un prêtre publier que non, ma soeur a fabriqué un incinérateur. Je dis non, ça c'est pas un incinérateur. Ça c'est un four. Les fours brûlent, mais le four brûle avec une température non contrôlée. On met du pétrole, on allume. Ce qui sera brûlé est brûlé. Ce qui ne sera pas brûlé reste. Mais l'incinérateur, la température est réglée. C'est-à-dire, on voit là, on vous a déjà dit, pour les déchets en verre, c'est 1800. Par exemple, ici, les incinérateurs, on en a chez Biamba, ils ont un incinérateur. Oui. C'est l'incinérateur, on vous introduit. On introduit les déchets, on bloque la première porte, on bloque la deuxième porte. On règle la température. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. Vous récupérez la cendre. La finalité de l'incinérateur, c'est de récupérer la cendre. Mais le four, vous allez trouver des imbrûlés qui restent et qui environnementalement sont dangereux parce qu'ils deviennent tous les micro-organismes et d'autres éléments dangereux qui fouillaient le feu peuvent se réfugier là-bas. Et donc ça devient plus dangereux que le reste. Oui, c'est normal. S'il y a du feu, tous on va fuir là où il y a moins de feu. C'est ce qui se passe aussi chez eux. C'est-à-dire qu'ils vont fuir là où il y a moins de feu et ils vont se cacher. Ils sont plus là-bas. Ok. Voilà. Ce n'est que lorsque on va tout valoriser et qu'on ne sait plus valoriser, qu'on va faire quoi? On va éliminer. L'élimination des déchets devient un traitement. Et l'élimination peut se faire dans ce qu'on appelle les centres d'enfouissement technique. On abrège CET, c'est dans les notes. Enfouissement technique. Page 57.
l'enfouissement technique. 50 sites. On appelle le centre d'enfouissement technique. Dans le centre d'enfouissement technique, qu'est-ce qui est fait? C'est-à-dire, le centre d'enfouissement technique concerne les déchets qu'on ne sait pas valoriser, je l'ai dit ici. Et donc, on va enterrer comme on le fait à la maison. Hein? C'est comme un cimetière des déchets. Mais là-bas, ça ne s'enterre pas de manière désordonnée. C'est-à-dire, on va creuser un trou d'une dimension bien déterminée. On va mettre une membrane imperméable sous forme de bâche, de façon que les liquides ne s'infiltrent pas. On a compris. C'est-à-dire, on creuse 5 mètres de profondeur, 20 mètres de long, 6 mètres de large. Vous comprenez la dimension là. C'est-à-dire, ça peut être un trou d'ici même jusque-là, hein, jusqu'au niveau de ces murs-là. Le mur de dessus là-bas. Ça c'est la profondeur qui peut aller, qui peut faire ça, et même 20 mètres de long. Et donc, on va placer une géomembrane qui est imperméable, qui va couvrir, ce sont des grandes membranes, hein, ne pensez pas que ce sont des membranes comme des dimensions des bâches, ce sont d'énormes membranes et dures. On va placer partout là-bas, parce que les déchets vont continuer à se décomposer. Mais il faut que les liquides de décomposition ne pénètrent pas le sol, sinon on va polluer le sol. Donc on va placer cette membrane-là, on va mettre l'argile, on va mettre les caillasses, les petites pierres, et puis on commence à enfouir. Mais cette membrane vers la fin, parce que le trou il est en pente, vers la fin il a un tuyau qui va sortir et qui va aller dans ce qu'on appelle un bassin de décantation. Le bassin de décantation reçoit tous les liquides, et au niveau de ces bassins-là, parce que les liquides viennent avec tous les polluants. J'ai dit ici, il y a tous les éléments qui se décomposent, qui viennent avec ce liquide. Et donc, dans ce bassin, on va mettre dans ce bassin et on va dépolluer l'eau avant de les rejeter. Parce que cette eau-là doit être rejetée. On doit dépolluer. Après, il y a d'autres tuyaux qui recueillent. Il y a d'autres tuyaux qui recueillent le gaz. Parce que lorsqu'on déverse, par exemple, jusqu'à ce niveau-là, les déchets, il est conseillé de couvrir avec l'argile, avec une couche d'argile. Couvrir, pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas d'odeur. Parce que si on laisse les déchets à l'air libre, il y a des odeurs. Donc il faut couvrir pour éviter des odeurs. Mais lorsqu'on couvre, on met des conditions anaérobies. On avait vu des conditions anaérobies. Il n'y a pas de passage d'air. Et donc, on a vu des tas de déchets exploser. Parce que le gaz qui est produit, le gaz méthane, il est bloqué. À un moment, le gaz peut exploser. Et donc, quelle est la solution? La solution, c'est qu'on récolte les gaz. Soit on produit de l'électricité, soit carrément, on les brûle. Ça existe en Passa, mais abandonné. Parce que l'Union européenne qui finançait avait refusé de donner l'argent. Ça existe en Passa. Si vous arrivez sur Plaza, vous voyez Plaza, non? C'est écrit même CET. Vous prenez une moto, c'est 500 ou 1000 francs. Vous allez là-bas. Pas d'acrobatie. Mais j'étais là il y a moins d'un mois, totalement et honteusement abandonné. Pardon? J'ai posé la même question. Ils disent non, so ils baillent dans la salité, bafout arabiso, to kundi kaka bongo bongo. C'est ça les pays, parce que l'Union européenne ne donne plus l'argent. On vous appelle, vous êtes ministre, le gouvernement français a financé un projet et on l'appelle projet de développement. C'est-à-dire, vous pensez moi que les Français vont donner leur argent pour que vous puissiez vous développer? Même si on est imbécile, pas à ce niveau. On est dans un monde de compétition. Et dans une compétition, personne ne peut vouloir que quelqu'un avance. Voilà. Ok. Déjà là, c'était irréfléchi parce qu'on jetait tout. Les camions là verts qui allaient jeter les déchets, c'était là-bas au centre d'enfouissement. Vers Yolo, là, il y avait des places où on avait placé des poubelles métalliques. C'était ce projet-là.
Nous, on l'a vu grandir. Des grands scientifiques étaient là-dedans. Quand vous posez la question, vous les scientifiques, vous faites quoi? Il y avait des grands scientifiques là-dedans qui ont accepté ces histoires-là. Et quand l'argent n'était plus là, on les a chassés. Quand on allait demander à Kimbuta, mais vous avez échoué avec les centres, vous allez non. Mais c'est lui qui gérait, c'est un professeur d'université. Et c'est un prof qui enseignait la gestion des déchets. C'est ça, ce cours. Pardon? La faute, elle est à qui? Mais vous avez de l'intelligence. Vous êtes censé faire de bonnes propositions. Mais lorsque vos propositions ne sont pas écoutées, vous faites quoi? Vous démissionnez, c'est ainsi qu'on dit la démission, c'est l'acte des nobles. Quand ça ne marche pas, démissionner. Ok? Aujourd'hui, les gens viendront à la fin dire que non, les bâtis là, ils peuvent dire que non, le président a échoué. Non. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Si c'est réussir, ils réussissent ensemble. Si c'est échouer, ils échouent ensemble. C'est ça. Donc là, quand ça ne marche pas, ne continuez pas. Le vieux n'a pas démissionné. Il a démissionné que lorsqu'on l'a chassé. À tel point qu'on l'a chassé brutalement que même quand il partait à l'hôtel de ville pour autre chose, dès qu'on voit seulement son nom, on dit non. Il y a des conférences qui ont été annulées. Kimbuta, non, pas lui. Soit vous changez, soit je ne vous donne pas la salle. Parce qu'ils se sont séparés brutalement. En réalité, l'Union européenne est venue avec une idée d'un projet. Lui, en tant que scientifique, il devait refuser. Mais comme le projet était à l'échange, c'était 200 millions, oui, le projet Paro, on l'appelait projet Paro. Projet d'assainissement et réhabilitation. Projet d'assainissement, réhabilitation et aménagement urbain de Kinshasa. Paro. RO avec R-A-U. C'était à l'échange. Les Belges donnaient de l'argent. Alors on lui a dit non, il faut défendre seulement les centres d'enfouissement. À la RTNC, une fois, je me souviens, il y avait un débat où on a invité un scientifique. Il a dit non, le prof, ce qu'il fait là n'est pas correct pour telle raison. Il est passé à la RTNC pour dire c'est lui qui veut me contredire, qu'il vienne me contredire. C'est lui qui veut contredire que le centre est mauvais là, qu'il vienne me contredire. Alors que personne n'est passé. Pas parce que les gens n'étaient pas intelligents. Parce que les gens se disaient ah, je vais le contredire, Moussa le Sili a aussi Kalanakanda Nanga. Ça aussi, c'est la faiblesse du Congolais. Parce que tout le monde savait que ce n'était pas correct. On devait faire ce qu'on a dit ici, le tri. Et je vais revenir à la réduction et ce que vous avez dit. Pas l'adaptation, un thème. Je vais revenir au début. Pardon? La réduction et... J'ai donné deux termes. Je vais... Repenser et réduire. Je vais revenir à ces deux-là. Ok? Voilà, j'entre directement. Aujourd'hui, si on veut gérer les déchets, il faut commencer par une chose. Repenser la définition des déchets, telle qu'on l'a fait ici. Maintenant, on comprend que les déchets, ce n'est pas quelque chose d'inutile. C'est-à-dire, moi, si j'ai mon déchet chez moi, au lieu de les jeter dans la rue, je peux répondre, bon, est-ce que ça, je ne peux pas donner... Papa, moi, mes anciens habits, il y a un papa qui est au coin de chez nous, qui vient nous aider avec des petits travaux à la maison. Il est un tout travaux là. Vous l'appelez pour travaux de déplacer les briques. Il est là, faire ceci. C'est ce papa-là. C'est celui-là qui m'a aidé. Quand j'ai une veste, je me rends compte que bon, ça, moi, je ne porterai pas. Je l'appelle, papa Jean Yaka, Meka. Mais vous le retrouvez le dimanche ici. Il porte votre veste et vos chaussures. Oui. Certes, je ne lui donne pas de chemise déchirée là-bas, non. Quand il y a une chemise déchirée au col, moi-même, je la porte à la maison. Bon, si j'ai une chemise qui a des problèmes au col, là, toi, tu as quoi faire? C'est ma chemise. Mais il y a des choses qui sont portables, habillables. Une fois, je lui ai donné, j'avais une veste, je suis parti avec le Lubumbashi, je suis revenu, bon,
Un jour, madame me dit, ah non, ça, il faut vraiment brûler. Non, je ne brûle pas. Je venais de porter il y a quelques mois ici. Bon, j'appelle papa Jean, je lui donne, j'avais des chaussures là, je lui donne. Le dimanche, il vient de la messe. Très bien là, très... J'appelle, tu vois ce qu'on allait jeter. Qui va dire que papa Jean a reçu cette veste-là de quelqu'un? Personne. Ça dit tout ce que nous avons peut être utilisé par quelqu'un d'autre. Nous qui faisons le terrain. Mais quand vous allez avec un bon catch comme je vous vois là, mais il est foutu. Il est foutu. J'ai fait bon match, je suis allé, pas pour le terrain, moi je suis allé voir si telle chose a été faite, telle chose a été faite. J'arrive là-bas, il y a un impératif de terrain. Je ne suis allé qu'avec je ne sais pas comment ça vous appelez, les perpètes là. Très beau que j'avais acheté à 20 ou 30 $. J'étais obligé de le faire. Je me dis non, non, on t'a déjà réservé la chambre, il faut demain faire le terrain. Si tu vas rentrer, c'est rentrer à 14 h, faire d'abord le terrain. Mais il est à la maison là foutu. Foutu. Parce que quand je vais avec une chaussure comme ça au terrain, mais c'est fini, il est moribond. Mais lorsque celui-ci sera fatigué, pourquoi pas aller avec sur terre? Je garde mes anciens trucs qui sont fatigués. Quand je vais sur terrain, je vais avec. Et hier, bizarrement, je suis allé sur terrain, je suis allé avec un ancien truc là. J'arrive sur terrain, je porte. Bon, au retour, je me dis, mais c'est présentable. Je sors juste les lacets de l'autre côté, je les mets. Je suis arrivé jusqu'à salon. Et personne n'a vu. Parce que c'est présentable. C'est clair. C'est ça repenser. On doit repenser la gestion de l'environnement. On doit repenser la gestion des déchets. C'est la première étape. Ok. Et pour repenser, il faut une éducation mésologique. C'est ainsi que vous êtes journaliste environnemental. C'est pas pour aller parloter, non, c'est pour aller éduquer les gens à préserver l'environnement. Et aujourd'hui, c'est le domaine le plus noble. Si vous ne savez pas, finir ici la formation, suivre très bien la formation, allez postuler, ne vous dérangez pas. Il y a des chaînes, allez postuler. Oh, Bakofuta bientôt, oui, au lieu de rester à la maison, va là-bas. Tu auras une émission une fois la semaine, 2 fois la semaine. Les grands qu'on voit ici, les papis Mboma, ont commencé quelque part, petits. On les voyait, il y a 10 ans, 15 ans, les papis Mboma ne pesaient même pas face à Zakari. Jamais. Les Sango ici qui vient de sortir il y a 2 ans, 3 ans. 2 ans, 3 ans. Lui, il n'est même pas journaliste. Lui, hein? Il a fait les techniques de labo à l'ISTEF. Il est de l'ISTEF. Comme vous, il est technicien de labo, il s'engage dans le journalisme, il a une émission, après on lui donne l'émission, c'est quoi, Bosolo, ça avait commencé sur la chaîne de Roubaix-Roi, exactement, Africa TV, à partir de là, il quitte et puis voilà, aujourd'hui, il est patron de sa chaîne. Certes, vous ne pouvez pas faire le même clientélisme que tout le monde, parce qu'il y a ceux qui flattent, il y a ceux qui mentent et tout ça, mais il y a possibilité de faire une carrière. Tu es médecin, mais pourquoi pas un jour faire une émission où tu lis la médecine et la communication? C'est ainsi qu'il y a des formations. On ne vous forme pas pour être journaliste comme quelqu'un qui a fait l'IFASIC et tout ça, non. On vous forme pour apprendre l'art du journalisme et arriver un jour à lier un domaine au journalisme. C'est ça. Ok, c'est ça. Et il y a autant de chaînes qui cherchent des gens qui maîtrisent des notions d'environnement. Parce que les notions d'environnement, les gens pensent que c'est facile. Non, non. C'est facile de t'attraper et tu es un menteur. Très facile. Ah oui. Ah oui, ne négligez pas. J'ai vu il y a 2 modules, 3 cours qui parlent seulement de l'environnement. Ne négligez pas. Tu risques de dire des mensonges et on te considère. On m'invite souvent chez AirTech Tropicana, qui est vers Kassavoubou là-bas. Ce sont des gens qui ont fait le journalisme et qui n'ont jamais fait l'environnement. Mais au fur et à mesure qu'ils ont travaillé, ils ont maîtrisé à tel point qu'il y a des échanges qu'on fait, vous vous rendez. J'ai dit souvent, mais Michel, toi tu es plus que certains environnementalistes. Voilà, c'est ça qu'on entend de vous. Ok.
Et c'est facile, très facile. Moi, j'avais une émission, j'ai vu d'ailleurs la chaîne, devant là, Shalom Africa. Il y a une clôture ici, après ici. Il y a 7 parcelles, il y a une grande clôture. C'est écrit, apparemment la chaîne était ici, Shalom Africa. On a animé avec des jeunes qui étaient en G1. Ils finissent cette année, mais ils étaient en G1. 2 ans avant Covid, avant le confinement, là, c'est lors du confinement qu'on a arrêté nos émissions pour sensibiliser. Ce sont des jeunes que j'ai eu à prendre en G1. Mais qui 2 séances, 5 séances, 7 séances après, il arrivait que moi je ne parte pas, c'est eux qui animaient cette émission. Parce que si vous venez, vous payez, vous perdez vos 3 mois, après vous rentrez, vous commencez à regarder au Moussa les Athées. Mais Moussa les Ali écrit, cherche une chaîne, voilà. Oui. Oh, bah, au foot, oui. Et c'est les apôtres ont commencé à voir les miracles directement. Il faut commencer que... Les jeunes veulent d'abord l'argent. Ça, c'est l'esprit congolais. Mbongo ezate. Non, l'argent se crée. L'argent se crée. Ne commettons pas les erreurs de nos aînés. Ah, vous écrivez l'argent se crée. Oui, oui. Écrivez l'argent se crée. Oui, l'argent se crée. Moi, je viens d'une famille modeste. On ne manquait pas à manger, mais ma mère est fonctionnaire. Elle nous a dit, étudiez avec colère. Parce que vous n'avez pas des oncles et des tantes qui vont vous appeler pour dire, tu finis cette année, oui. Tu veux faire quoi? Non, je vais avoir un atelier de couture. Okay. Les machines coûtent combien? Non, c'est 60 000 €. Okay. Pour commencer, combien? 6 machines, 60, 400. Ok, c'est bon. Quoi? 800, commence. Ça n'existe pas. Alors, si tu attends que Dieu fasse des miracles, ça n'arrivera pas. Même la manne, Dieu ne la faisait pas tomber dans l'assiette. La manne tombait par terre et les gens allaient faire quoi? Ramasser. L'argent se crée. Il faut commencer quelque part. Dieu a donné à chacun une richesse. Une. J'ai appris que même M. Brown n'a pas commencé à l'université avec le journalisme. Il a commencé d'abord avec la communication et c'est après qu'il est parti faire Saint-Augustin. Parce qu'un jour, j'ai parlé de lui chez un ami, il m'a dit, oui, monsieur, oui. Il avait commencé puis il est venu à Saint-Augustin. Dieu a donné à chacun une richesse. Chacun de nous a une richesse, c'est l'intelligence. L'intelligence qui n'est pas la capacité de faire 83% à l'école. La capacité de trouver solution aux problèmes de la société. Et le premier des intelligences, c'est celui-là qui sait trouver des solutions à ses propres problèmes. Tu ne peux pas être intelligent, tu ne sais pas organiser ta vie et tu vas trouver des solutions chez les autres. Non. C'est ainsi qu'on fait rire. Les coachs qui sont là sur Internet, coach. On m'a fait rire quelque part, on dit, il y avait une séance de coaching à l'IMT chez les Pauliniens. Ok, c'est-à-dire il y a un coach qui devait expliquer aux gens comment entreprendre, un coach dans l'entrepreneuriat. Le prêtre l'a dit, bizarrement, ceux qui viennent pour être coachés sont vêtus. Mais le coach, lui, vient en moto. C'est-à-dire, celui qui veut être coaché, il a même la possibilité d'avoir un véhicule. Mais les messieurs qui viennent coacher, ils n'ont même pas de véhicule. On comprend? C'est bizarre. C'est bizarre. Il dit après, il a parloté, on lui a donné de l'argent, puis il prend. Il a coaché. Il faut aujourd'hui entreprendre. Et l'université n'est plus comme l'université de nos mamans, où on devait passer toute la journée, toutes les nuits à l'université. Non, tu es universitaire, tu te débrouilles ici, tu suis des formations ici, c'est ça. C'est ça. Cette université-là, bidon, archaïque, où on pense que c'est être devant les papiers. Non. Tout ce qu'on dit ici, quand vous entrez sur Internet, vous allez les voir noir sur blanc. Il n'y a pas de magie. Pas de magie. Ouais. C'est seulement moi, les plus expérimentés, pas les plus intelligents, les plus expérimentés, qui sait que, bon, que je mette ça, ça sera important pour moi. Pas ça. C'est tout. Donc, c'est un document avec
plusieurs connaissances, mais moi j'essaie seulement de les ordonner. Alors quand tu rentres à la maison, tu penses que la formation finit, je pense, dans 1 mois ou 2 mois. Mais toi, tu penses qu'après la formation, il faut venir encore prier à mes mots pour que dire non, non, quand tu rentres en allant là-bas, tu commences à te demander, je vais faire quoi avec cette formation? Oui. Moi, je dis aux étudiants, c'est en première année qu'un étudiant se pose la question, oui, je vais faire le journalisme, oui. Pour en faire quoi? Je vais faire, je ne sais pas moi, les maths, oui, pour en faire quoi? Je vais faire les droits, pour en faire quoi? Mais pas parce que papa a dit, non, il n'y a pas de papa a dit. Ces histoires de papa a dit sont dépassées. On ne dit pas qu'il faut refuser ce que papa a dit. Non. Mon fils va faire la médecine, oui, papa, pour que je fasse quoi? C'est toi qui m'envoie. Il t'explique. Est-ce que c'est fondé? Là, je vous ai dit dernièrement, le papa de Messi est plus honoré que ma mère. Oui, parce que Messi a fait de lui un millionnaire. Moi, je n'ai pas encore fait de ma maman millionnaire. Donc, le papa de Messi est plus honoré. Mais moi, avec Messi, mes diplômes, c'est là-bas. Le diplôme Messi, c'est là-bas.